En février dernier, Emmanuel Macron annonce le déblocage de 350 millions d'euros pour la sécurité des systèmes d'information de santé. Suite aux lourdes attaques subies par les structures hospitalières de Dax et de Villefranche-sur-Saône, l'État prend en main cette problématique. Tour d'horizon des solutions mises en place par différentes entités. Au CHU de Montpellier, la vigilance est permanente. Les données de santé sont extrêmement sensibles et monétisables par les cybercriminels. Virus, rançongiciels, phishing. Face aux menaces, la défense est organisée en strates. Il y a plusieurs phases. Déjà, la première chose, effectivement, d'éviter ce qu'on appelle la défense périmétrique, éviter que l'attaquant puisse de l'extérieur facilement rentrer chez nous. Donc ça, c'est du matériel purement informatique, c'est des firewalls, des pare-feux, ce qu'on appelle en français. Derrière, il va avoir des outils de supervision, des interventions qui sont effectuées à l'intérieur de notre système d'information. Il va bien entendu avoir une gestion des habilitations très surveillée sur l'accès à nos données. C'est-à-dire qu'un dossier patient, c'est pas, quand on est un médecin, on ne tape pas les mêmes données quand on est une infirmière, c'est totalement évident. Et sans compter, bien entendu, la chose sur laquelle on espère ne jamais devoir avoir accès, c'est les sauvegardes. Les sauvegardes de données sont effectivement sécurisées, vérifiées, testées et mises effectivement dans ce qu'on appelle un système offline, donc inaccessible des attaquants s'ils viennent de l'extérieur, afin de, si malheureusement toutes les défenses qu'on a mises en place préalablement tombent, parce que rien n'est infaillible, on puisse avoir en dernier recours accès à ces sauvegardes pour ne en aucun cas perdre des données patientes. La sauvegarde, maillon primordial de lutte contre les attaques. En cas d'intrusion, la restauration des données doit être rapide et complète, un créneau sur lequel est positionné Dell Technologies. Évidemment, on est historiquement sur le backup, donc la sauvegarde, anciennement sur bande, aujourd'hui sur des systèmes plus rapides, qui intègrent de l'intelligence artificielle pour pouvoir évidemment sécuriser au mieux les données. Pour autant, dans la façon dont ces systèmes sont déployés, il y a des règles de bonne pratique qui ne sont pas toujours appliquées, ou en tout cas, on a besoin de pouvoir désynchroniser un système d'information, le data center, avec cette sauvegarde pour que ce qui est sauvegardé soit sain. Parce que ce qui est important, c'est de restaurer des données en cas d'attaque, de ne pas perdre de données. Mais ce qui est encore plus important, c'est de pouvoir restaurer une situation saine pour que l'hôpital puisse redémarrer. Donc la priorité des priorités, quand on est dans un système d'urgence comme ça, c'est de pouvoir évidemment restaurer le système d'urgence, restaurer le PACS, restaurer le DPI, restaurer la liaison avec les laboratoires, en tout cas faire en sorte que l'hôpital puisse fonctionner. Il y a des technologies ultra modernes qui permettent d'être certain que ce qu'on sauvegarde soit sain et qui permettent à travers ces mécanismes-là de sauvegarde, on dit plus sauvegarde, en plus on dit cyber recovery, que ces solutions de cyber recovery garantissent que ce qui est sauvegardé est sain. Et la sécurité numérique passe également par une sécurisation physique. Exemple au MIPI, structure publique de coopération hospitalière, premier hébergeur public français certifié HDS et éditeur de solutions numériques de santé. Il assure notamment un accompagnement sur la gestion des données de santé de ses membres. La structure est dotée de 2 data centers avec un niveau de sécurité à l'état de l'art, souverain et éthique. Au travers de la mutualisation, on arrive à proposer un très haut niveau de sécurité qui serait inaccessible pour la plupart des hôpitaux s'ils devaient l'assurer eux-mêmes. Et c'est grâce à la mutualisation et à la coopération que nous pouvons offrir à nos adhérents ce niveau de service et de sécurité. Les attaques se multiplient et les solutions à apporter sont à renouveler sans cesse. Et évidemment, c'est une course permanente. Nous devons adapter nos parades, nos protections face à des menaces protéiformes qui touchent tout type de technologie et qui utilisent tous les vecteurs possibles et imaginables. En somme, c'est un chantier permanent. Dans la veille comme dans la riposte, l'action se doit d'être collective. L'augmentation du volume de données de santé élargit la surface d'attaque. Les agences comme l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, créée en 2009, sont un relais de taille pour les structures de santé. On l'a bien compris depuis des années qu'on ne peut plus rester travailler seul. On est obligé de développer un écosystème et d'aller s'appuyer sur des institutions qui ont beaucoup d'expérience que nous
notamment donc l'ANSSI. On est adhérent donc à pas mal de listes chez eux, qui nous alertent quotidiennement quand il y a des attaques qui sont liées à notre centre hospitalier, à nos centres hospitaliers. On s'appuie aussi sur les livres blancs qu'ils nous produisent, notamment dans le choix de nos fournisseurs, et aussi des technologies qu'ils nous proposent aujourd'hui. L'État fixe donc les normes des référentiels socles de l'interopérabilité, de l'identification des professionnels de santé. Conjointement avec Laura Letourneau, Dominique Pont est le copilote de la feuille de route du numérique en santé qui a insufflé cet élan. Selon lui, l'action de l'État est déterminante. Ce à quoi je crois, c'est qu'il était indispensable que l'État porte une politique volontariste, mettre les mains dans le cambouis du détail des référentiels des services socles, c'est-à-dire toutes les fondations du numérique en santé, mais laisse l'écosystème créer l'innovation. Et à contrario, que l'écosystème, les éditeurs, les industriels, les startups, les professionnels développent de l'innovation numérique, mais en respectant les référentiels et les services socles de l'État. Depuis le début, je crois, ce modèle qu'on appelle l'État plateforme. L'État joue le rôle de plateforme et uniquement de plateforme, et il fait bien la plateforme. Et le reste de l'écosystème crée l'innovation, développe, va sur le terrain, propose des services, mais s'appuie sur les référentiels. L'image que je donne toujours, c'est l'image d'une ville. Dans une ville, la bonne gouvernance, c'est quand les pouvoirs publics font le code d'urbanisme, délivrent les permis de construire, font les routes, les ponts, le tout à l'égout, mais ils ne font pas les maisons. Ils ne font pas les buildings, c'est l'écosystème, c'est les promoteurs, c'est les personnes qui font leur maison, mais eux, ils respectent le code d'urbanisme et ils ne font pas leur centrale nucléaire ou leur route. Ils s'appuient sur les infrastructures publiques communes. Et moi, je crois à ça dans le numérique en santé. Et pour cela, la formation s'avère nécessaire. Solutions techniques et sensibilisation des utilisateurs sont indissociables. Les investissements en cybersécurité, pour être efficaces, doivent être fléchés sur ces deux axes. Et nous voyons bien, avec un niveau de menace toujours plus élevé, selon l'ANSSI, 4 fois plus d'attaques depuis 2020, il faut que les moyens soient alignés avec les enjeux. Et la décision de l'État d'investir 1 milliard d'euros et la volonté de créer 40 000 emplois, finalement agir sur les deux tableaux, technique et humain, c'est une bonne réponse face à l'accélération de la menace. Éviter les intrusions et travailler sur la restauration de sauvegarde, agir sur les solutions techniques et ne pas négliger la sensibilisation. On le voit, la lutte contre les cyberattaques se doit d'être globale pour une protection optimale.